Merci, Excellence et chers collègues. Je suis le seul intervenant à parler français. Et c'est un choix que j'ai fait parce que si je devais le faire en anglais, vous ne comprendriez peut-être une infime partie de ce que je vais vous dire. Donc, je pense que c'est une bonne chose, comme on est tard dans le programme. Ouais. OK. Comme on est tard dans le programme, donc ça vous éveille. Comme ça, vous n'entendez pas l'anglais tout le temps. Donc, j'ai divisé mon intervention en 4 parties. Première partie, c'est le contexte de la crise alimentaire. Bon, je pense qu'il est important de comprendre le contexte parce que la situation en Haïti est tellement complexe et pour déterminer les facteurs qui influent sur l'évolution de la demande alimentaire en Haïti, il faut bien comprendre cette situation. Donc, mais vous m'entendez pas? Non. You hear me? Yeah, it's okay. But I'm not going to change in English. Oui. Et le contexte de la crise alimentaire en Haïti. Haïti fait face depuis l'année 2020 aux crises alimentaires les plus sévères qu'elle ait connues au cours de son histoire. Le plan de réponse humanitaire 2021 et 2022 qui a été publié à la fin de l'année 2022 a évalué à plus de 5,2 millions le nombre d'Haïtiens et d'Haïtiennes souffrant d'insécurité alimentaire. Ça fait à peu près la moitié de la population haïtienne, pour vous donner une idée. Cette crise alimentaire est l'expression d'une crise multidimensionnelle qui s'est exacerbée à partir de l'année 2021 en renforçant l'impact d'un ensemble de facteurs d'ordre structurel et systémique qui ont contribué à faire du pays l'un des plus exposés et des plus vulnérables au monde. Haïti a connu dans l'espace de 10 ans Ah non, c'est seulement la répartition, là. Il n'y a pas de slide. Haïti a connu dans l'espace de 10 ans 3 désastres majeurs. Le tremblement de terre de 2010, la tempête Mathieu et le tremblement de terre de 2021. Dans la même période, le pays a connu le passage de la tempête tropicale Laura, la pandémie du Covid-19, la résurgence du choléra. Ça fait beaucoup. Alors que le pays était déjà empêtré dans une crise politique et institutionnelle profonde, Haïti va être plongé à partir de l'année 2021 dans une situation marquée par l'exacerbation des luttes politiques, avec notamment l'assassinat du président Jovenel Moïse, l'extension de la violence des gangs qui vont exercer leur contrôle sur de grandes parties du territoire, contrôler les principaux axes routiers du pays, disputer à l'État le monopole de la violence et perpétrer contre la population des actes de plus en plus horribles comme le kidnapping, les rançons, les meurtres et massacres. Tout ceci se développe sur fond d'une profonde crise économique, profonde dégradation de la situation économique du pays. Il a vu afficher pour la 4e année consécutive un taux de croissance négatif, un taux d'inflation qui environnait 50% en mars 2023, la dépréciation continue de la monnaie nationale, la crise de rareté du carburant et ses effets multiples sur le fonctionnement de l'économie,
ont fait exploser le prix des matières de première nécessité et ont entretenu l'inflation alimentaire. Et la conjonction des facteurs présentés ici concourt à la détérioration des conditions de vie de la population, à la réduction de son pouvoir d'achat et de ses capacités d'accéder à la nourriture. Le contrôle par les gangs des deux importants axes routiers du pays a eu pour conséquence de couper les voies d'accès au marché et les chaînes d'approvisionnement en produits alimentaires. Il y a eu des barrages routiers qui ont été imposés à la population, ce qui a empêché la libre circulation des personnes et des marchandises agricoles. Les marchés intérieurs n'ont pas pu être approvisionnés non plus en produits alimentaires. En plus de ça, il y a eu la crise du carburant et la terreur exercée par les gangs sur les marchands, les empêchant d'approvisionner les marchés, ont contribué à réduire la demande des produits alimentaires et à diminuer leurs revenus. En plus des causes liées à la forte récurrence des catastrophes naturelles et des phénomènes météorologiques, d'autres facteurs structurels expliquent la répétition des crises d'insécurité alimentaire aiguës en Haïti. En tout premier lieu, on peut mentionner la faible productivité du secteur agricole depuis plus d'une décennie. Son apport au PIB, qui était de 50% au cours des années 70-80, n'en représente aujourd'hui que 20%. Et avec $400 par habitant, le PIB agricole par année est beaucoup plus faible que le PIB national. Le système alimentaire haïtien est au centre de luttes intenses pour le contrôle des ressources, dans un contexte marqué par un bétonnage des terres agricoles et l'exacerbation des luttes foncières à travers le processus d'une urbanisation accélérée, de l'importance croissante du marché d'importation alimentaire et de rareté des devises nécessaires à leur financement. La sécurité alimentaire des Haïtiens est mise en danger par l'augmentation des prix des denrées alimentaires sur le marché national et sur le marché national naturellement, et des coûts de carburant et des engrais. Et puis, l'État est impuissant d'agir sur le marché parce qu'on est en face de monopoles et d'oligopoles qui contrôlent les prix. Et même lorsque les prix baisseraient sur le marché international, il ne baisserait pas les prix au niveau du marché national et les consommateurs ne feraient pas un gain nécessairement. Donc, il y a eu face à cette situation plusieurs plans de réponse qui ont été publiés par les administrations de l'ONU et d'autres acteurs en Haïti. Et je vais vous présenter très rapidement quelques stratégies qui ont été présentées, des stratégies de court terme, qui ont été présentées dans ces appels. Et comme ça, vous verrez qu'il y a lentement un processus de capitalisation des leçons apprises depuis le tremblement de terre de 2010. Il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites en 2010 et les acteurs ont essayé d'apprendre de ces erreurs. Et en tout premier lieu, il faut signaler les problèmes liés à la coordination des réponses. Si on prend le CNI du 12 janvier, les réponses n'ont pas été du tout coordonnées. Il y avait plus de 200 ou bien plus de 300 ONG internationales qui étaient là, les agences du système des Nations Unies, les ONG nationales et les administrations publiques. Ça faisait beaucoup de monde et il n'y avait aucune coordination de ces activités-là. Je pense qu'entre-temps, il y a un effort qui a été fait afin que les acteurs humanitaires puissent jouer pleinement leur rôle de coordination et de mise en cohérence des interventions d'urgence. Ces problèmes de coordination qu'on avait sont renforcés par le fait que les institutions participantes avaient des orientations, des compétences, des mandats différents. C'est quelque chose qu'on aura toujours, mais l'exemple de 2010, c'était tellement grave et que c'est un premier pas
d'essayer d'organiser cette coopération, de mieux organiser cette coopération. Une autre préoccupation importante dans les opérations d'urgence a été la question du ciblage des plus vulnérables. Comment s'assurer d'atteindre les bénéficiaires les plus vulnérables lorsque les données disponibles en provenance des organisations humanitaires sur le terrain ou des administrations étatiques ne sont pas nécessairement standardisées et sont produites sur la base de méthodologies différentes. Même lorsque les données existent et sont exploitables, elles permettent très souvent de dessiner qu'une certaine cartographie des populations vulnérables identifiées dans la zone affectée par le désastre, mais ne permettent pas d'avoir une idée réelle de ceux qui ont besoin vraiment de l'intervention d'urgence. Un troisième problème, c'est la question des dispositions à adopter et des mécanismes à mettre en place pour moduler aide en nature, transfert de cash et transfert de cash plus. Transfert de cash plus et le cash et d'autres aides qui l'accompagnent. Et c'est une question primordiale, d'autant plus que ces décisions sont souvent prises en absence de structure financière sur place dans la zone qui est frappée par le désastre. Un autre problème a consisté dans la faiblesse des systèmes d'alerte précoce qui n'ont pas vraiment fonctionné et dans le niveau de disponibilité des stocks de biens et de services afin de formuler une réponse d'urgence à une crise humanitaire. Maintenant, les leçons qui ont été apprises, la capitalisation de ces leçons, comment a-t-elle permis qu'on développe une approche beaucoup plus, efficace des situations d'urgence? J'ai analysé des plans de réponse humanitaire des Nations Unies et d'autres appels. Et ces appels montrent qu'un véritable processus de capitalisation des leçons apprises durant ces 10 dernières années a eu lieu. Sur tous les problèmes évoqués plus haut, des réponses ont été trouvées qui ont facilité l'adoption d'une approche intégrée. La nouvelle approche met l'accent sur la nécessité de renforcer les capacités de résilience des bénéficiaires de manière qu'ils puissent stabiliser leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans les nouveaux plans de réponse, une approche décloisonnée est favorisée pour les interventions auprès des bénéficiaires. Les activités de court terme vont de la couverture d'intrants agricoles à la subvention de semences, des activités de promotion sanitaire, à la protection des moyens de protection, à la promotion des moyens de protection, tout en veillant à ce que les bénéficiaires puissent disposer à travers des transferts monétaires des capacités de répondre aux impacts des chocs bien avant qu'ils ne surviennent. Et les transferts monétaires contribuent aussi à empêcher que les bénéficiaires ne développent dans les situations de crise des comportements négatifs, comme si la consommation de la semence ou bien la vente de leurs actifs. Donc, si ce transfert monétaire est fait à temps, donc ça peut empêcher que les bénéficiaires se décapitalisent durant la crise. La nouvelle approche vise à la fois à permettre aux bénéficiaires de répondre au choc, mais aussi de bénéficier d'actions. Ils trouvent des intrants et des outils, par exemple, en faveur de la production. Il n'y a pas seulement une aide ponctuelle juste pour la situation d'urgence, mais il y a des intrants et des outils qui sont distribués pour que la production reprenne. Le problème qui se pose dans la situation actuelle, c'est un peu difficile parce que normalement, on a vu pour le Covid-19, les marchés ont commencé très vite à fonctionner après les premières mesures qui ont été prises. Mais ici, dans la situation, on est avec la violence des gangs, ce transfert, c'est-à-dire cette séquence entre les interventions d'urgence et l'ouverture du marché, des opérations économiques, et ça ne se fait pas parce que les gens ne peuvent pas aller au marché. Et ils ne peuvent pas approvisionner les marchés. Donc ça rend l'intervention humanitaire encore plus difficile. Et puis, il y a des activités de promotion de crédit et d'épargne qui doivent venir en appui. Qui doivent venir en appui des activités de génération de revenus. Ces activités
ne s'inscrivent pas dans une réponse classique où des opérations d'urgence sont d'abord développées et par la suite des activités de développement, avec le résultat que ces dernières soient négligées une fois le choc atténué. Il s'agit de mettre en cohérence, dès le début, des interventions, des activités orientées vers des solutions d'urgence, donc de court terme, avec des activités de moyen et de long terme de promotion de la production. Quant à la coordination des acteurs, elle est rendue plus efficace à travers l'adoption d'une approche multidisciplinaire et multisectorielle impliquant les acteurs du système des Nations Unies, les administrations publiques au niveau national, départemental. J'ai l'impression que je dois un peu sauter là parce que j'ai seulement 3 minutes et il y a des choses que je voudrais ne pas dire. Maintenant, quelle est la nouvelle approche? Il y a une nouvelle approche des crises alimentaires. L'effort de capitalisation des leçons apprises au cours des 10 dernières années a été facilité en amont par ce que j'appelle un important effort de réflexion stratégique sur le renforcement de la sécurité alimentaire et de la nutrition en Haïti. Plusieurs documents stratégiques ont encadré cette réflexion et ces documents sont caractérisés par l'utilisation de concepts d'économie politique. C'est-à-dire que, je ne veux pas dire que c'est pour la première fois, mais contrairement aux analyses qui se faisaient sur Haïti, on pouvait dire, bon, c'est peut-être des raisons ontologiques qui font que ces gens-là sont toujours font toujours des manifestations et que rien ne marche. Ce n'est pas vrai. Les analyses d'économie politique montrent que c'est des situations qui sont historiques et ils mettent l'accent sur les mécanismes de reproduction de la vulnérabilité économique. Ils mettent l'accent sur des mécanismes de reproduction des situations de crise alimentaire en analysant le statut du secteur agricole, de la rente agricole, le rôle joué par la rente agricole dans l'État, dans la fondation de l'État, et les luttes qui se font autour de la rente agricole, qui expliquent que ce pays retombe toujours dans des situations d'insécurité alimentaire. Et la nouvelle approche de l'insécurité alimentaire a été facilitée aussi dans le domaine institutionnel par le plan Une seule ONU, qui a mis en avant les problèmes liés à l'inefficacité des activités de développement dans des pays fragiles comme Haïti et la nécessité de mettre en cohérence action humanitaire et action de développement en les rendant complémentaires. Ceci plaide pour l'adoption d'un triple nexus en Haïti qui relie humanitaire, développement et paix. Mais je dois dire que le triple nexus est à son début, n'est pas encore fonctionnel. Il y a un espace de discussion entre tous les acteurs. Il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites, comme par exemple de prendre comme instrument la protection sociale, mais avec un volet réactif au choc pour résoudre des problèmes de sous-alimentation, de pauvreté et tout ça. Mais le problème qui se pose, c'est qu'un programme de protection sociale a été élaboré par l'État, mais il faut avoir un espace budgétaire. Et comment développer un espace budgétaire lorsque seulement 10% de la population a un emploi formel? Le secteur informel, c'est 90% des gens qui travaillent. Donc, où trouver cet espace budgétaire? Où trouver cet espace budgétaire? Et bon, on a essayé de faire, et le FMI a proposé au gouvernement de mettre fin aux subventions de carburant, qui représentent à peu près 12% du budget national, et de verser cet argent dans ce fonds de financement de la protection sociale. Mais, vous savez, un système pareil, il faut qu'il y ait des investissements. Et comme je vous dis, l'économie haïtienne est à sa 4e année et affiche un taux de croissance négatif. Donc, on a raison d'avoir des doutes sur la capacité, sur la durabilité
de ce financement. Merci.